Coucou, c'est Mimi, et ce n'est pas Fab, puisque, comme tu vas le voir, il y aura de plus en plus d'épisodes du Boys Club où Fab sera absent. La raison est simple, c'est que l'élève a dépassé le maître finalement et qu'il m'a trop bien appris à faire des interviews. Donc il n'a plus besoin d'être là, mais il reviendra bien sûr régulièrement dans des épisodes spécifiques et tu retrouveras sa douce voix dans tes oreilles. Mais en attendant, tu peux aller écouter son podcast Histoire de Daron, qui parle de masculinité un peu différemment puisque ça parle de paternité et qui est passionnant, et comme ça tu auras la voix de Fab toute ta vie avec toi. En attendant, donc ce n'est que moi, et je te refais un topo si c'est le premier épisode que tu écoutes et du coup tu ne sais pas qui est ce Fab dont tout le monde parle. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où à chaque épisode, qui sort tous les 15 jours, Fab et moi, et plutôt que moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, mais qui va le devenir de moins en moins au fil que le podcast évolue, puisque ça fait quelques mois que j'ai annoncé que The Boys Club était ouvert aux candidatures entre guillemets d'anonymes. Donc jusqu'ici il y a eu beaucoup de personnalités publiques qui sont venues, et l'idée c'est de trouver des mecs de la vraie vie, des mecs qui sont pas forcément célèbres et qui ont un truc à raconter sur leur masculinité. Donc on avait eu Kélian, qui était un jeune homme trans qui était venu raconter son parcours vers le genre masculin et comment ça s'était passé et comment il se sentait en tant qu'homme. On a Anthony qui nous avait livré un témoignage très émouvant sur les violences sexuelles dont il a été victime et le fait qu'il a du mal à trouver sa place du coup dans le féminisme qui parfois lui refuse ce statut de victime parce qu'il est un homme. Et aujourd'hui, on est donc avec un nouvel anonyme. Merci beaucoup d'être là. Coucou Alex. Salut. Est-ce que on peut, du coup, on va rester sur une forme d'anonymat, mais donc on peut dire que t'as la trentaine. C'est ça. Et que qu'est-ce qui t'a mené à candidater pour le Boys Club ? Alors, le Boys Club, je l'écoute, je crois que c'est un des seuls podcasts que j'écoute depuis vraiment le tout début. Et, et c'est vrai qu'en tant que mec, je sais pas, j'avais des choses à raconter. Enfin, des petites, on a pu en parler notamment à travers nos échanges de mails. Mais c'est vrai, j'avais une... Bon, c'est pas un truc très lourd à raconter, mais c'est quelque chose qui m'a un peu... qui m'a pas perturbé. Mais c'était pas... J'ai ressenti des petites difficultés, tu vois, à l'adolescence, ou quand on commence à aller voir l'autre sexe, les filles et tout ça. Qu'est-ce que c'est donc que cette particularité qui a impacté, on va dire, ton développement en tant qu'homme ? Alors, je me souviens plus du nom exact. Je l'avais cherché juste avant de candidater, mais en fait, je suis né avec les testicules qui étaient encore à l'intérieur de mon corps, voilà, étant bébé. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ce qui arrive, c'est pas fréquent, mais c'est pas non plus ultra rare, c'est que elles ne descendent pas dans le sac. Alors, je me rappelle plus non plus du nom. Je crois que c'est scrotum. Voilà, mais j'ai pas fait bio, donc. Je suis pas sûr non plus, je voulais pas te dire. Si vous êtes urologue et que vous écoutez ce podcast, ne prenez pas feu, s'il vous plaît. On va faire ce qu'on peut en termes de précision technique. Et donc, voilà, dans le milieu des années 80, je pense que mes parents n'étaient pas... Enfin, il n'y a pas Internet, il n'y a pas moyen de se renseigner. Donc, ils ont peut-être pris peur, enfin, je sais pas. Mais à mes 3 ans, j'ai subi une première opération pour essayer de faire descendre le testicule récalcitrant. On dit le testicule, on dit pas là. Ah, j'ai un doute. Attends, je vais vérifier et comme ça, je vais chercher le nom technique parce que tu l'avais mis dans ton mail. Le testicule. Là, écoute, c'est un nom masculin et donc je vais retrouver ton mail. Sache que quand on commence à googler testicule, le premier truc c'est testicule non descendu. Bon bah voilà. Donc on est dans un truc qui effectivement n'est pas si rare. Alors dans ton mail, tu me disais que c'est une cryptorchidie, alias un testicule qui n'est pas descendu. Voilà, ça je pense qu'on en est là. Oui, on dirait un nom de fleur un peu. Ouais. Il y a un peu orchidée dedans et tout, j'aime bien. Voilà, donc on dit un testicule et ça s'appelle une cryptorchidie. Voilà, donc première opération à mes 3 ans pour essayer de le faire descendre. Seconde opération à mes 6 ans pour le retirer complètement parce que je pense qu'il y avait un risque que ça se... Alors je ne connaîtrais pas les termes exacts, nécrose, ça se change en tumeur, cancer, tout ça. Donc ablation du testicule à mes 6 ans. Et voilà, après plus rien du tout se passe très bien. Mais... Quand tu grandis, quand tu es à l'adolescence, que je suis pas particulièrement poilu, par exemple, donc je me pose des questions. Mince, est-ce que c'est parce qu'on m'en a retiré un que je suis comme ça ? Est-ce que ça fait de moi un mec ? Est-ce que je suis moins un mec parce que j'en ai une en moins ? Et puis après de fil en aiguille, genre les sports collectifs, je les évitais, tu vois, j'avais pas trop envie. Sous la douche, qu'on me dise « Ah tiens, t'as un truc en moins ». Puis après, avec les filles, je me dis mince, elle va voir ce que j'ai, enfin ce que j'ai pas. Qu'est-ce qui se passe si jamais elle me fait une remarque ? Je me dis que ça pourrait me détruire complètement, quoi, si on à un âge où t'es pas
Enfin, sûr pas de ultra toi. à l'aise, quoi. Voilà, où tu te construis. Si on te met le doigt, c'est pas sans mauvais jeu de mots, hein, le doigt dessus sans préparation ou sans que toi tu sois un petit peu armé pour répondre à ça. Donc comment tu fais? Donc j'avais beaucoup d'appréhension, tu vois. Est-ce qu'il y a un jour où tu as appris que la plupart des gens qui ont des testicules en ont deux, ou est-ce que tu l'as toujours su que tu avais eu... Parce que je me dis 3 ans, c'est très jeune, 6 ans, tu commences à avoir vraiment des souvenirs et tout. Est-ce que tu savais qu'il te manquait un truc, ou est-ce qu'un jour tu as fait « Attends, vous en avez 2, vous ?» Non, je l'ai su très rapidement. Enfin, je l'ai su tout de suite, ouais. Parce que je me souviens d'une conversation que j'ai eu beaucoup plus tard avec mon père, donc ça devait être autour de 10-11 ans, où on parlait tu peux avoir une prothèse. Et je crois qu'il m'a dit, mais est-ce que tu voudrais pas avoir une prothèse ou pour être, entre guillemets, comme tout le monde? Et je me souviens très bien de cette conversation où je lui dis, non, surtout pas, moi je suis comme ça, c'est moi, je vais assumer. Et j'aurais bien aimé que cette question, on me la repose 5-6 ans plus tard, tu vois. Là où du coup t'étais peut-être un peu moins body positive avec toi-même. Voilà, ouais. Et t'as pas envisagé de revenir à de demander à un médecin ou tu vois... Non, toujours j'étais pas non plus à l'aise. J'aurais bien aimé qu'on vienne m'en parler, tu vois, qu'on vienne me le dire, plutôt que de faire toi-même la démarche. Tu vois, là j'ai plus de 30 ans et je viens en discuter. J'ai jamais vraiment discuté de ça avec quelqu'un. Ok. Et ça me rappelle, il y a eu un épisode, c'est peut-être ça l'élément déclencheur, hein, il y a eu un épisode des Couilles sur la table il y a quelques mois où elle avait invité une personnalité, je crois que c'était un rugbyman, qui avait perdu un testicule lors d'un match, ouais, et qui du coup racontait la vie avec un seul, et que lui, il était tout de suite allé, on lui avait proposé d'avoir une prothèse, voilà, c'est ça le nom. Et il avait accepté. Et moi, je me disais, putain, j'aurais bien aimé qu'on me le propose. C'est injuste de... Oui, parce que lui, du coup, il a vécu sa vie d'homme adulte avec les deux. Et peut-être que c'était plus évident de lui proposer, du coup. Ouais. Mais est-ce que est-ce que quand tu vas... En fait, est-ce que tu as été informé des potentielles conséquences? Tu dis, t'es pas très poilu, tu t'es demandé s'il y avait un lien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un manuel dans ton carnet de santé, je sais pas, tu vois, ou en parler à ton généraliste pour dire, ok, question con... J'ai 18 ans, je suis pas ultra poilu, j'ai qu'une seule couille, est-ce que ça a un lien? Mais ça toujours jamais, je n'osais pas, tu vois, je me disais, non, ça a l'air d'aller jusque-là. J'allais voir des gynécologues, petits, parce qu'ils te contrôlent, est-ce que l'autre grossit normalement. Donc tout allait très bien, même qu'apparemment, enfin, pas rentrer dans les détails, mais elle allait très bien. Et donc, ok, très bien, tout va très bien, j'ai pas envie de... Je referme ça, on oublie, on verra le jour s'il y a un problème, si avec une de mes copines, il y a des choses qui se développent, ou, je sais pas, un problème, ou j'ai des remarques, j'ai des boutons, donc rien du tout. Mais... T'allais voir des gynécos, pas des urologues? Alors, dans mes souvenirs, hein, c'était mes parents qui m'y emmenaient, enfin ma mère du moins. Et ouais, dans mes souvenirs, c'était un gynécologue. Ok. Alors peut-être que c'était gynécologue, urologue, ça m'étonnerait qu'ils aient la double spécialité. Ça fait quand même beaucoup de parties génitales à gérer, quoi. C'est vrai. Donc ouais. Est-ce que t'es ce genre de mec qui va pas trop chez le médecin? Oui, je pense sûrement, ouais. J'ai réfléchi, c'est vrai que tant que j'en ai pas besoin, j'y suis allé il y a pas longtemps avec une grosse liste de courses, tu vois, où je lui dis, bon voilà, je viens pour ça, ça, ça et ça. Ouais, je pense que j'y vais pas tant que ça. Et est-ce que, alors, on fait un petit saut en avant du coup jusqu'au présent, est-ce que ton médecin actuel, il sait que t'as un seul testicule, ou juste comme t'as qu'une séquelle ni rien, t'es là-bas? Je pense qu'il le sait pas. S'il lit mon carnet de santé en détail, il devrait tomber dessus. Moi, à chaque fois que je vais pour des rappels de vaccins, il feuillette, donc il n'y a pas de retour. J'ai pas de problème là-dessus. J'ai fait un bilan de santé complet, on m'a pas posé la question. Non, ouais, c'est vrai que je pense assez peu de monde le sait. Ok, donc à 10 ans, t'es là, non, c'est bon, je suis fière, je suis comme je suis et tout. C'est quand le moment où tu commences à te dire, en fait, c'est un peu un complexe? Les premières copines, genre autour les premiers rapports sexuels, quoi. J'étais pas, je pense pas. Non, j'étais dans la moyenne des premières expériences sexuelles autour de 17 ans. Mais voilà, je me suis dit, oh là là, elle va le savoir. Et je crois que j'ai coupé l'herbe sous le pied. Enfin, direct, il y a eu le premier rapport et on s'est dit, je sais pas si t'as vu, j'ai un petit truc. Elle fait, ah bon, t'as quoi? Donc, ok. Déjà, bonne nouvelle, ça se voit pas. Yes. Et on en a discuté. Elle me fait, oh, d'accord, pas de souci. Donc, gros soulagement.
Cool. Et puis, c'est vrai qu'elle aurait pu flinguer ta vie si elle avait. Mais quand voilà. t'es la première personne Ouais. à qui on montre son corps tout nu et on dit, en fait, t'as vu, j'ai ça, c'est pas pareil. Si la meuf, elle fait ah, chaud, trop bizarre, Ouais, c'est clair. ça peut ruiner tellement d'années. Ouais, c'était ça, moi. C'était vraiment ma plus grande crainte. Puis, à chaque nouvelle copine, c'était un peu ça. J'ai t'as vu ouais, m'en fous, pas de soucis. Tant que ça fonctionne, je suis content. Oui, c'est ça, ça handicape pas du tout non, ta pas capacité à avoir des érections, du plaisir, etc. Tout à fait. Ok, donc c'est vraiment juste, il y en a une en moins, quoi. Voilà. Donc le plus dur, je pense, c'était à l'adolescence, enfin au collège où tu veux faire des sports co et c'est là que tu te construis, quoi. Tu viens pas, t'es pas inscrit au club de foot avec les copains, ou alors tu sors du cours de PS. Bah non, je prends pas de douche, je me doucherai chez moi. Bon allez, vas-y viens. Enfin voilà, j'ai essayé d'esquiver. Est-ce que t'aurais bien aimé faire des sports co ? Est-ce que tu penses que ça t'a vraiment privé quelque part d'un truc qui aurait pu te plaire ? Moi, j'ai jamais vraiment repensé, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même peut-être faire du foot comme tous ceux de mon âge là où j'ai grandi. Enfin, si, ouais. Et il y a d'autres choses que une question que je me suis toujours posée et j'en ai discuté il y a quelques temps là, avec ma copine actuelle. Je me suis dit, est-ce que si j'avais eu les deux, enfin si j'avais eu le service complet, est-ce que j'aurais été, tu vois, quelqu'un de différent ? Est-ce que j'aurais été plus vers les filles, plus, tu vois, quand t'as pas un manque d'assurance, tu te dis t'aurais été différent. Est-ce que j'aurais été un connard, par exemple ? Tu vois, enfin, je sais pas si je le suis, mais j'avais ce genre de réflexion là. Est-ce que tu penses que ça t'a inculqué une forme de prudence qui du coup est-ce que tu penses que t'avais un potentiel un peu coureur de jupons ou dragueur sauvage ? Genre, je sais pas trop. Le truc que je me souviens, c'est qu'il y a des années après avoir quitté le collège-lycée, je rediscute avec une très bonne amie que j'avais gardée de cette époque-là, et qui m'a raconté, mais tu sais, elle est craquée à fond sur toi, et puis il y avait elle aussi qui osait pas te le dire. Et là je fais putain, mais quoi ? Genre il y avait tout ça. Ouais, je m'en suis pas rendu compte, donc je me suis dit, ça se trouve, je savais très bien que ça jouait, tu vois, à ce moment-là, dès ce moment-là. Et je me dis, si ça se trouve, si j'avais eu toute cette confiance en moi que j'avais pas, est-ce que ça se trouve, j'aurais été le coureur de jupons ou... C'est ce genre d'interrogation où je n'aurais jamais la réponse, mais peut-être que tu aurais trouvé un autre complexe. Parce peut-être. qu'après tout, beaucoup d'adolescents ont leurs deux testicules et complexes quand même sur d'autres trucs. Enfin, on trouve toujours un truc quand on n'est pas à l'aise. Est-ce que tu en parlais, par exemple, donc tu me dis que c'est ta mère qui t'a amené souvent chez le médecin. Est-ce que tu as déjà parlé à ta mère à cette période-là du fait que ça te complexait un peu, ou à des copines ou des copains, tu vois, peut-être assez proches? Ouais, alors avec ma mère, je me souviens je devais être petit, mais je prenais encore mon bain, elle était à côté, donc c'était pas encore l'époque où on veut pas que nos parents nous voient tout nus. Et c'est là que je lui avais posé la question, tiens, j'ai pas de poils, tu crois que c'est normal ? Tu crois que c'est dû à ça ? Et elle m'avait dit, je sais pas, va peut-être en parler à ton père, il saura mieux le dire. Alors, est-ce qu'elle a essayé de botter en touche sans savoir où tu vois ? Ça a l'air d'être un peu, je refile la patate chaude. Voilà, je suis pas endocrinologue, donc va demander à ton père. Mais non, sinon, vraiment, juste avec les filles avec qui j'ai eu des rapports, j'en ai discuté et peut-être même le plus souvent, c'était elle qui revenait vers moi pour me dire mais ça va, pas de la mauvaise curiosité, tu vois, mal placée, mais plutôt tu veux qu'on en parle, ça a eu l'air d'être un petit effort, enfin ça a été un effort pour toi d'en parler, peut-être que tu as envie de vider ton sac ou de voilà, et c'est vrai que moi passer l'annonce, moi je me disais non, enfin ça a l'air d'aller très bien, pas besoin d'en parler plus que ça. Oui, c'est juste évacuer le sujet pour dire il y a ça, t'as remarqué, c'est pas un problème, tout va bien. Ouais. Mais du coup, à part les filles avec qui tu sors ou les filles avec qui tu couches, est-ce que t'as jamais dit à personne que c'était déjà que t'avais ça ? Genre, est-ce que tes potes ils le savent, tu vois ? Non. Wow. Non, mais c'est pas. Enfin, après. J'ai l'impression que si j'avais qu'une couille, j'en parlerais à tout le monde. Mais je me rends bien compte de l'aspect complexe et tout, et c'est différent de, par exemple, je sais pas, si j'avais qu'un sein, ça se voit a priori, donc voilà. Ouais. Mais je me dis, dans tes amitiés, c'est pas un truc que t'évoques quand t'apprends à te connaître et que t'as un peu, je sais pas,
Ouais. Une anecdote qui tue, ou au contraire, voilà, un complexe qui traîne un peu et où t'es là, bon, en fait, je complexe un peu là-dessus. Bah ouais, non. Non, parce que on est toujours à se dire, tu vois, à comparer les tailles de sexe ou à se dire, ouais, moi j'en ai une grosse et tout. Donc si là, moi je me voyais pas du tout dire, ah bah moi c'est l'inverse, moi il me manque quelque chose, je complexe un peu là-dessus. Enfin, tu vois, quand t'as des... Ah, t'as ce genre d'amitié-là ? Non, mais après... C'est pas un jugement, hein, t'es vraiment pas le seul à avoir du podcast, du coup tu connais, à avoir des amitiés masculines qui sont pas forcément ultra bienveillantes, donc c'est pas genre « Ah, ils sont comme ça tes amis !» Ok, moi j'ai bien fait de t'inviter, c'est pas l'idée. Bon, après, non, j'ai des amis, on a des grosses discussions, tu vois, mais c'est vraiment pas quelque chose qui vient sur le tapis, tu vois, on va pas avoir des grandes discussions sur ces sujets-là. On en aura sur ouais, comment ça se passe avec les filles. Enfin, tu vois, vraiment les relations, on s'intéresse à la relation de l'autre, ça va pas, on va essayer de comprendre. Mais d'aller gratter jusque-là, jusque dans cette intimité particulière, ouais, non. Ça se trouve, t'as un pote qui a qu'une couille. Mais je pense que pas non plus. Mais je pense que c'est beaucoup plus répandu que ce que je crois et que ce que je crois, et que c'est relativement banal, quoi. On vit très bien avec une seule et sans souci. Mais ouais, très certainement. Mais je me dis, voilà, si moi je sais pas qu'il y en a d'autres, c'est peut-être que ces autres potes aussi ils veulent pas en parler, ou tu vois. Donc c'est ça qui m'intéressait aussi pour revenir en discuter, voilà, dire ouais, dire bon bah voilà, il y a pas de drame. Si moi j'ose en parler là, peut-être que bah voilà, tu vois. Oui, peut-être qu'il y a des gens que ça va aider à avoir le déclic, tout comme tu as aussi postulé parce que tu as entendu le rugbyman en parler dans les couilles sur la table, ouais. Et tu t'es dit ok, bon bah lui il a une prothèse, moi j'en ai pas, ça fait une autre expérience. Et là du coup t'en parles dans un micro, ça te donne pas envie d'en parler à d'autres gens? Tu vois, parce que du coup les gens qui te connaissent ils sauront pas que c'est toi. Peut-être qu'en sortant, bah là, je vais me dire le déclic, j'en ai parlé à une inconnue, enfin, on se connaît pas. Bah ouais, pourquoi pas en parler à des gens proches. Tu vas faire un tweet. Au fait, j'ai qu'une couille. Peut-être bien, mais. Bon, et du coup, est-ce que t'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère, ouais. Enfin, petit, il a juste 3 ans de moins. Ok. Du coup, il est au courant? Oui. Okay. Oui. Oui, il est au courant. Et alors peut-être ça a participé de ma non-envie d'en parler, parce que on se vannait un petit peu dur quand on était petit. Enfin voilà, yes. Les frangins. Et voilà, moi je me prenais des vannes là-dessus, donc moi j'essayais de le défoncer sur d'autres trucs. Genre très tôt il a porté des lunettes. Moi, j'en porte maintenant. Et je lui disais ouais, ça le bigleux. Enfin, il se peut que les frères et sœurs, c'est tellement la meilleure vie. Ah mais j'avoue, quand tu cherches des munitions contre ton frère, s'il a qu'une couille, c'est genre c'est boulevard. Ok, c'est facile. Genre c'est vraiment pas, tu te creuses pas la tête pour être original, mais au moins c'est direct. Et même à ton frère, du coup, tu lui as jamais, alors probablement pas quand vous étiez occupés à vous taper dessus avec amour, mais un peu plus tard, tu lui as jamais dit qu'en vrai ça avait quand même été un truc qui t'a un peu complexé? Ça, je pense qu'il l'a ressenti. Tu vois, quand on se vannait, chacun, enfin, on voyait la réaction de l'autre, on voyait que ça complexait l'autre, et donc quand tu commences à être un peu moins con dans ta jeunesse, tu te dis bon, on va lever le pied un peu là-dessus, on va le laisser tranquille, tout le monde, voilà, et moi aussi je porte des lunettes, enfin, donc je pense qu'on a plutôt tacitement dit ouais, on arrête de se vanner là-dessus, mais sans l'expliciter. Ok, et sans en parler plus sérieusement non plus. Voilà, non, bah, on en a jamais ressenti le besoin, tu vois. Alors, je sais pas, peut-être qu'un jour ça se fera, ouais. Mais c'est pareil, il faudrait un élément déclencheur, quelque chose qui nous donne l'occasion d'en parler, quoi. Voilà. Ok. T'as déjà fait des recherches Google chelou? Genre, ok, doctissimo, j'ai qu'une couille. Ben non, tu vois. Vraiment, à part il y a quelques semaines pour dire. Pour rechercher, pour t'envoyer ma candidature, je me suis dit merde, je peux pas dire dans le mail que j'ai qu'une couille comme ça, il devait y avoir un nom scientifique. Bon bah, je vais le chercher. Et voilà, tu vois, mais vraiment, ouais, non. Putain, c'est fou. Enfin, j'ai l'impression que, en bien et en mal, Internet a tellement démocratisé l'accès à. Ok, j'ai une particularité physique qui est pas une maladie ni rien parce que tu vois, tout va bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont comme moi? Est-ce que je devrais m'inquiéter, machin? Ouais, t'as raison, mais je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit, c'est tellement naturel, j'ai tellement ça depuis que je suis tout petit, que bah, c'est comme si, je sais pas, je mesure 1m85, est-ce que je fais des recherches sur les autres gens qui mesurent 1m85? Je vois.
Du coup, là, t'envisagerais pas du tout de te faire poser une prothèse? Ah bah là, alors, j'aurais rien contre les gens qui le font, mais moi, je verrais ça personnellement comme, pas un échec, mais j'ai vécu jusqu'à 33 ans sans. Bah, pourquoi j'en mettrais une maintenant puis je suis plutôt casé là depuis plusieurs années, ça va très bien. Enfin, ce serait des complications pour rien. Hein. Tu vois, et je pense que je me suis suffisamment. J'ai construit ma personnalité. Enfin, je veux dire, j'ai acquis de l'assurance. Enfin, ça ajouterait rien de plus, quoi. Au contraire, limite, tu vois, peut-être. Genre, je me suis défini à travers. Je me suis défini personnellement, tu vois, à travers pas le regard des autres, mais le comportement que j'avais envers les autres, avec cette particularité. Limite, si je me mettais une prothèse maintenant, ce serait comme gommer une partie de ma personnalité ou de renier quelque chose qui, enfin, au final, il n'y a rien à renier, quoi. Ah, je vois l'idée. C'est plutôt une belle façon de dépasser un complexe. Est-ce que tu as eu des étapes, justement, comment tu as dépassé ce complexe? Parce que je me mets dans la peau d'un gars peut-être plus jeune, qui a aussi une particularité physique, alors la même ou une autre, qui écoute ça et qui se dit, bon, bah cool, avant il complexait, maintenant il a la trentaine, il complexe plus. Comment j'arrive à là? Je pense que c'est les filles que j'ai rencontrées. J'ai eu de la chance à chaque fois d'être avec des nanas plutôt très intelligentes. Enfin, je dis pas que... Je veux pas qu'il y ait un jugement de valeur, tu vois. Mais quand j'en parlais avec elle trouvait ça naturel, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Enfin, tu vois, je fais, ah, cool. C'est pas un moyen de pression, c'est pas un argument. Et au fur et à mesure, moi, je gagnais en assurance. Je voyais qu'en face, elle continuait de s'en foutre. Donc, je m'en fous aussi. Alors, tu vois, c'est vraiment cette progression avec des gens que tu discutes, avec le peu de gens que j'en ai discuté, ça se passait très bien et je gagnais cette petite confiance je sais pas s'il y a vraiment de la valeur. Enfin, pour moi, ça en avait, tu vois, parce que j'avais besoin de me construire. Et c'est comme ça. Je pense que c'est en parlant, ouais, peut-être bien. C'est quand je me dis, si ça se trouve, j'aurais pas osé aller vers les filles. Tu vois, j'essaie d'y repenser maintenant. Je vois la première où j'étais plutôt très amoureux, ça s'est fait naturellement. Je pense que j'ai essayé un petit peu de le nier ou de le mettre de côté, ce truc. J'ai pas voulu que ça me définisse ou que ce soit comme un gros boulet que je dois traîner. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais, j'y pense pas, puis on va bien voir ce que ça donne. De toute manière, il y a qu'en je sais pas, en plongeant que tu peux voir ce qu'il y a derrière. Enfin, il y a pas de... Je m'embrouille dans mes phrases là. Et c'est un truc que t'as toujours annoncé, entre guillemets, genre une fois que vous étiez vraiment au lit, même après, du coup, après l'acte, c'est pas un truc que tu dis au premier date, genre, fun fact, j'adore l'histoire médiévale et aussi j'ai qu'un testicule. Ouais, non, comme ça, tu le sais. Je crois que ça s'est plus estompé. Là. C'est vrai que la première fois que j'ai eu un rapport sexuel, je l'ai dit juste après. T'as vu? Ouais. Pas de problème? Non? Bon. La fille suivante, j'ai dû le dire un peu après. Je fais, ouais, bon, alors t'as vu, moi j'ai ça va, pas de problème. Non, pas de problème. Et puis au fur et à mesure que je voyais, que je voyais qu'elle s'en foutait, en fait, j'ai l'impression j'arrive pas à trouver d'autres arguments, mais tu vois, c'était ça. Et puis t'as même une de mes ex qui m'a dit, ah ouais, moi aussi, il y a mon ex, lui, il se l'est éclaté au ski. Le terme éclaté. Yes. Je me dis, si moi je fais tous les gars qui écoutent ce podcast ils vont faire aïe. Donc, et même en apprenant cette anecdote, je me fais, mais c'est carrément pire que moi ça. Donc ça va, enfin je suis plutôt bien loti entre guillemets dans le monde des mecs qui ont qu'une couille, ça va, je suis pas le pire. Je pense que c'est moins pire de juste avoir eu qu'une couille, du coup, quasiment, enfin toute ta vie consciente, quoi, que de la perdre. Surtout que généralement, quand tu la perds, c'est que tu t'es fait très mal, quoi. Ouais. Et est-ce que t'as la même. Genre, est-ce que toi aussi, si on te cogne dans les couilles, ça te fait très mal? Bien sûr. Alors, je saurais pas dire parce que j'ai jamais été dans l'autre situation où j'en ai deux, mais ma copine, dès qu'elle me balançait un truc, comme tous les mecs, j'ai ce sentiment, je contracte tous les muscles. Yes. Et c'est vrai que je suis peut-être un peu. Alors, je sais pas si je suis plus frileux, mais ouais, si, enfin, comme tous les mecs, quoi. Dès que ça s'approche de la zone, je fais oulala, sortie de bouclier, quoi. Genre, en plus, t'as pas de plan B, quoi. Ben voilà, ouais. et je me suis dit, ça fait des années que je me dis ça, mais j'aimerais bien peut-être en congeler un petit peu, tu vois, congeler du sperme en cas de pépin, tu vois, en cas de sortie de route au ski ou. Je me dis, il faudrait que je le fasse après. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille en parler à du monde que je connais pas. Enfin, je pense que si tu vas voir un médecin. Un professionnel. Ouais. C'est pas le truc le plus wild qu'il va avoir dans sa journée. C'est clair. Mais c'est vraiment un truc que
personnel, quoi. J'ai cette petite barrière psychologique à me dire allez, aujourd'hui, je sors de chez moi, je ferme la porte pour aller où ? À la clinique, donner du sperme parce que j'ai qu'une couille. Donc là, il y a toute cette... Après, je sais pas, je ne sais pas du tout, mais peut-être que des auditeurs sauront, quand tu veux congeler des spermatozoïdes, est-ce que tu es obligé d'avoir une raison ? Ou est-ce que tu peux juste dire salut, je voudrais les congeler, tu payes, tu vois, tu payes ta place au frigo, quoi. Et tu vois, est-ce qu'ils vont te demander, mais monsieur, pourquoi ? Parce qu'en vrai, c'est ta vie, hein, tu peux. Enfin, c'est pas, tu prends aucun risque, tu fais de mal à personne, donc peut-être que tu peux même le faire sans avoir à dire. Je sais que c'est pas donné. Ouais, je crois que. La location du local. du truc là. Ouais, c'est. Mais non, ouais, je sais pas s'il faut une raison. Mais il me semble que si. Il doit y avoir un bail de remboursement par la Sécu, ou si en fait t'as. Ouais. Tu vois, genre, je sais que je connais quelqu'un qui a congelé du sperme parce qu'il a été opéré et que assez haut sur la cuisse d'une tumeur et que ça risquait il y avait un risque que ça endommage les spermatozoïdes, même si a priori il devait pas y toucher, mais c'est quand même très proche. Ouais. Du coup, ils lui ont proposé de congeler du sperme au cas où, tu vois, il a fait OK. Et il me semble que quand c'est comme ça et que c'est à la suite d'un truc médical, tu peux peut-être avoir un remboursement partiel de la location, n'est-ce pas, de l'espace soumettre ton sperme, parce qu'il faut renouveler tous les ans, je crois. Mais effectivement, si t'as pas de raison, si t'as pas de certificat du médecin et que tu veux juste le faire comme ça, j'imagine que tu payes plein pot. Peut-être que si t'as une bonne mutuelle, tu peux demander à ta mutuelle s'ils remboursent. Ouais. Bon, bah, je poserai la question à mon médecin la prochaine fois que j'irai le voir. Yes. Dans 4 ans. Avec une longue liste de courses. Ouais. Est-ce que t'as eu d'autres complexes ? En fait, je me dis toujours, j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand ils ont un gros complexe, ça les protège en quelque sorte d'en avoir d'autres, parce que du coup, il y a que ça qui prend tellement de place qu'ils se disent, bon, j'ai un peu un strabisme ou un peu les oreilles décollées, mais c'est rien par rapport au gros complexe. Bah là, je cherche, j'étais pas préparé à cette question. Mais ouais, non, je pense pas. Enfin, comme tu dis, c'est vrai qu'il a occupé pas mal d'espace à l'adolescence, donc... Non, puis au contraire, je pense que ça va. Enfin, je suis un grand blond. Enfin, je pense que j'aurais pu avoir du succès, tu vois, plus que ce que j'ai eu. C'est ça, c'est mon regret. Mais non, je pense que j'ai pas de. Non, tu vois, je porte des lunettes, mais si je les enlève, ça se voit pas. J'ai pas le strabisme, ou je crois pas que j'en ai d'autres. Ou alors peut-être je les ai, tu vois, comment tu dis, je les ai surpassés parce que j'avais d'autres problèmes à gérer. Je sais pas. C'est marrant ce côté, genre j'aurais pu avoir plus de succès. C'est la grosse question qui m'a occupé, parce que je m'étais dit, putain, il y avait plein de nanas qui j'ai pas osé aller vers elles parce que voilà, il y avait peut-être la potentialité que elles se foutent de ma gueule là-dessus. Je fais, ouais, bon, j'y vais pas. C'est pas 100% sûr. Ouais, laisse tomber, j'y vais pas. Et t'as jamais eu une impulsion, genre maintenant je complexe plus, je vais aller faire une fille tous les 2 jours histoire de rattraper le temps perdu. Bah après, non, c'est vrai que l'occasion s'est jamais présentée. Tu vois, j'ai toujours. Non, parce qu'après, le cercle d'amis que j'ai, et toi, lorsqu'il y avait une rupture, t'es triste à en chialer, là tu discutes, t'as tes potes qui disent mais vas-y, va t'en taper plein, ou je sais pas, je sais pas si c'est moi personnellement qui dit non, j'ai pas envie de faire ça, ou si derrière il y avait le petit truc, attention, il y a le petit danger, tu vois, j'en sais rien. Ok. Le mystère dans une dimension parallèle. Voilà. Est-ce que t'aurais été un tombeur ou pas ? Écoute, moi j'ai l'impression que la plupart des gens ont des complexes, même quand ils n'ont pas, entre guillemets, de bonnes raisons, c'est-à-dire de vraies particularités physiques, tu finis toujours par complexer sur un truc. Donc, si ça se trouve, t'aurais pas dragué les meufs parce que, je sais pas, tu te serais trouvé pas assez grand ou trop grand ou whatever. T'aurais trouvé un truc. Ou peut-être que t'aurais été un Don Juan, mais est-ce que c'est grave de mener une vie où on n'est pas un Don Juan ? Non. Ça a l'air d'aller. Bon, ça a l'air d'aller, ouais, comme tu dis. Ouais, du coup, à part le fait que vous parlez pas trop de vos parties génitales, elles sont comment tes relations avec tes amis mecs ? Ouais, elles sont bonnes. Là, j'essaie de je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce que tu les définirais comme bienveillantes ? Est-ce que t'as l'impression de pouvoir être vulnérable avec eux, par exemple ? Oh oui, ouais. Oh, j'ai mon pote qui est aussi mon associé sur une boîte qu'on essaie de monter. Enfin, on se confie beaucoup et c'est super important, rien que pour le projet, quoi, de savoir quand l'autre va pas bien. Donc ouais, cette relation elle est plutôt très saine.
on se fait des points toutes les semaines, des points qu'on appelle des comment ça va. Donc toi ça va? Ouais. Et sinon, enfin, tu vois. Après j'ai d'autres amis là, un ami de quasi 20 ans où on parle d'énormément de choses très très intimes aussi. Donc c'est plutôt je pense que j'ai cette chance de pouvoir parler avec de choses très très intimes, très personnelles avec mes potes mecs. Est-ce que t'as une bande de potes ou c'est des personnes ou des petits groupes un peu isolés? C'est des petits groupes un peu isolés, ouais. J'ai pas la bande de 6 ou 7 potes où on se suit depuis la maternelle. J'ai plutôt des potes que je vais voir indépendamment. J'en ai un là que je vois ce week-end. On s'est pas vu depuis peut-être 3-4 mois. Enfin, j'ai plein de potes qui on peut pas se voir pendant 2 ans. Et si on se voit, c'est comme si on s'était jamais quitté ou... j'ai pas mal de relations comme ça. Ah, c'est cool. Ouais. Est-ce que t'as des potes meufs? Oui. Ouais. J'en ai quelques-unes quand même. Enfin, je pense. En ratio, tu penses que t'es à 50-50 ou t'as plus d'amis mecs? Bonne question. Là, ce qui me vient, c'est plutôt 50-50. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que tes amitiés féminines, elles sont différentes des amitiés masculines? Non, je pense à 2 potes filles que je connais depuis 10 ans. On s'est rencontrés lors d'un voyage très loin où on est tombé, on a fait une coloc ensemble à ce moment-là. Ok. Et on a gardé le contact jusqu'à aujourd'hui. Et je me souviens de parler de trucs très très intimes, d'ordre sexuel, mais sans que ce soit il y a une relation de drague ou de... il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Voilà. Pour moi, elles sont asexuées. Tu veux dire que l'amitié homme-femme est possible? Moi, je pense que oui. Il n'y a pas de... Et du coup, quand t'es au bout du monde en train de parler de trucs sexuels, tu mentionnes pas le fait que t'as qu'un testicule? Non. Genre, j'y reviens, je me dis, mais l'occasion, elle est là, t'as un boulevard. Mais c'est vrai que j'aurais pu en parler avec des gens, des étrangers, tu vois. Après, des Français, je me dis, il y a quand même de grosses chances que je les recroise. La preuve, on s'est recroisés. J'ai été invité à son mariage, tout ça. Non, c'est vrai que j'aurais pu, Non, mais je ressentais pas le besoin non plus. Je m'étais dit, c'est bon, ça va. Ouais. Cool. Et, pardon? Non. Tu fais ce que tu veux, j'ai pas de leçon à te donner, enfin. C'est pas un reproche, mais c'est intéressant de voir que ça a vraiment plus l'air d'être vraiment un complexe. Ouais. Mais ça reste un truc un peu spécial, quoi, dont tu parles pas à personne, ce qui est quand même après étonnant, je trouve. Tu vois, je me dis, t'as un biais, quoi, un biais de cohérence ou truc comme ça, ou si des potes que tu connais depuis des années, un jour tu leur dis, en fait, je vous ai jamais dit, mais j'ai qu'une couille. Je crois que je dois avoir inconsciemment la peur que ça change un truc. Ça changera rien. Cette peur, il y a que moi qui l'ai, elle sort pas de moi. Enfin, il y aura pas d'implication. Mais ouais. En même temps, tu peux grave être un tueur au jeu genre je n'ai jamais. Ou genre il faut dire des trucs que t'as jamais fait et tout. Tu peux, si tu sors genre je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a qu'une couille, tu peux gagner et personne ne le saura. Genre il faut attendre. Je pense qu'il y aura un bon timing dans ta vie. Ouais, peut-être. Tu pourras cramer tout le monde avec cette info en mode vous me connaissez depuis 30 ans. Il y a un truc que vous savez pas sur moi et personne va trouver. Donc ça peut, quitte à le garder sous le coude, autant que ça serve un jour, quoi. Ça peut me faire gagner un truc. Et du coup, comment va ta bite? Maintenant qu'on a bien parlé de ton testicule. Ouais, va très bien. Yes. Je m'étais préparé à cette question, mais rien à dire dessus, quoi. Ça va, nickel. Ça a jamais été un complexe. Non. Tout ça, vous vous entendez bien? Ouais, on s'entend bien. On se rend service. Je veux dire. C'est le taf, quoi. Voilà, le taf. Jamais eu pour le coup, jamais eu de complexe sur elle. J'ai jamais eu de reproches. Non. Enfin, je vais pas faire mon éloge là ou quoi que ce soit, mais je veux dire, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Donc, plutôt content. Au moins, il y a ça qui fonctionne sur. Enfin, je veux dire, il y a ça va, quoi. Ok. Satisfaction générale. Parfait. Ouais. Très bien. Est-ce que je voulais en parler tout à l'heure, mais j'ai oublié. Du coup, je vais en parler maintenant. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais on n'est pas si loin du sujet non plus. Est-ce que quand tu regardes du porno, ça fait une différence le fait que les acteurs, je pense dans leur écrasante majorité, ont 2 testicules et pas toi?
Je crois pas, non. Ok. Parce que tu regardes du porno, du coup, oui. Je regarde, ouais. Je sais, c'était pas par le porno, mais j'avais entendu par un article, je sais plus, il y a longtemps, qu'il y avait un acteur porno ultra connu, qu'on n'avait qu'une. Je fais, tiens, lui, il a surmonté ce truc. Il l'a bien surmonté, voilà, quoi. Ouais, carrément. Il n'y a pas mieux. Je fais, un argument de plus qui fait que c'est pas un complexe à avoir. Voilà, c'est cette anecdote dont je me souviens. Ok. Tu m'as dit que tu avais pris des notes avant de venir. Ouais. Il y a quoi dans tes notes? Je crois que j'en ai tellement, j'ai un peu honte de le dire. Mais j'ai, comme je te disais avant qu'on démarre, j'écoute plein de podcasts en bossant. Et c'est vrai que à chaque fois, j'avais des trucs qui me venaient. Je fais, merde, faut que je les note si jamais un jour, peut-être, Inch'Allah, je suis interrogé là-dessus. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, ça sert, tu vois. Je m'interroge aussi pas mal sur tous ces aspects de la féminité, enfin féminisme, où c'est à travers le Boys Club que j'ai lu le bouquin de Olivia Gazelli. Le mythe de la virilité. Voilà, que j'avais trouvé super intéressant. Yes, Pas ultra facile à lire. Enfin, après, ça dépend de ce que tu lis. C'est un truc universitaire, quoi. C'est pas fait pour être une lecture légère et divertissante. C'est assez sérieux. Mais c'est une bonne grosse claque, je trouve, de vulgarisation et d'ouverture d'esprit sur ce que, la virilité, le féminisme aussi, on en parle pas mal dedans. La théorie du genre. Alors, moi j'ai toujours un peu peur quand je parle de ça parce que c'est le terme théorie du genre qui est assez dévoyé par les manifs pour tous, etc. Parce que le genre, c'est pas une théorie, c'est un concept scientifique, c'est une construction sociale, c'est un truc qui existe. Enfin, la théorie du genre, c'est comme si je te disais la théorie de la Terre ronde. Genre, non, a priori, la Terre elle est ronde. Après, on peut réfléchir à ce que ça implique et la mesurer et tout, mais c'est pas une théorie qu'il y a des genres dans la vie. Voilà. Et la théorie du genre, c'est un abus de langage des gens qui sont qui sont plutôt pour l'ordre établi et les rôles genrés un peu stricts, tu vois, qui sont pas trop pour le féminisme, généralement. Ok. C'est surtout là, vers la fin du bouquin, où elle t'explique que il y a des combinaisons de genres, je ne saurais pas le dire, mais tu as le genre, la génétique avec les chromosomes, tu as l'hormonal, avec l'expression de la testostérone ou de l'œstrogène. Yes. Psychologique, voilà, il y a tellement de variables qui influent sur le genre que tu ressens pour toi. Je sais pas comment on exprime ça. Mais voilà, je me dis, c'est pas aussi simple que, soit t'es un homme viril, tu vois, et la caricature de l'homme ou une femme. C'est pas si binaire, quoi. Il y a plein de combinaisons possibles et de variations et qui se jouent à plein de niveaux. Comme tu dis, ça peut se jouer au niveau chromosomique. Il y a des personnes qui sont XXY, par exemple. Ça peut se jouer au niveau psychologique où tu peux avoir ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Donc, ton genre que tu vois et que la société te renvoie n'est pas celui qui correspond à ce que tu ressens dans ta tête. Donc, ça fait de toi une personne généralement trans. Mais tu peux être une personne trans. Tu peux être un homme trans, tu peux être une femme trans, mais tu peux aussi être non-binaire. Et du coup, t'es quand même trans parce que tu corresponds pas au genre qu'on t'a assigné à la naissance. Il y a plein de variables au-delà de... y a les garçons, ils aiment bien le bleu et le foot, et les filles, elles aiment bien le rose et les Barbie, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, moi, ça me... Voilà, on en entend toujours, on en a entendu beaucoup parler, donc voilà, avec la théorie du genre dans les médias. Donc tu te dis, tu sais pas sur quel pied danser, tu sais pas qui dit vrai, qui dit faux, t'as du mal à te faire une opinion. Et en lisant le bouquin, tu te dis, voilà, un truc universitaire, c'est des faits, quoi. Et ça m'a vraiment retourné. Je me souviens que je l'ai lu l'été dernier, je crois, et on était parti faire une session de sport. Je fais de la spéléo. Okay. Et avec mes potes de spéléo, on était partis perpète dans le Vercors pour faire ça. Et puis, on écoutait la radio. Je fais, tiens, je vais vous mettre un podcast. On va en profiter, on a du temps. Et je sais plus si j'ai mis le Boys Club ou les couilles sur la table. Parce qu'elle a fait les deux. Voilà, ouais. Et du coup, on a parlé de ça. Et c'est vrai qu'on avait chacun notre avis bien tranché, où les arguments de tous s'entendaient, tu vois. Et c'était super intéressant. Mais on est monté un peu haut dans la discussion. Donc on se dit, on va changer. Vous êtes pris la tête ? Après, c'est particulier. Je trouve qu'il faut y arriver. On peut pas te balancer je trouve ce thème ou cette discussion sans être un peu préparé ou peut-être renseigné sur la question. Je trouve.
C'est en ça que je trouve qu'il y a... C'est la pédagogie qui permet enfin, si t'es... Pour moi, c'est la double peine. Tu vois, quand t'es une minorité, enfin, opprimée ou non, mais que t'essaies de faire passer ton message, donc t'as cette oppression, mais de l'autre côté, il faut aussi, en plus, que tu sois pédagogue pour que ça soit entendable. Voilà. Et ben, ça me rappelle une note que j'ai prise. J'avais vu le TEDx d'Antonin Lemay, je crois. Ok, je sais pas ce que c'est. Donc, qui est un homme trans. D'accord. Alors, attends, je regarde vite fait mes notes pour tomber dessus. Merde. Ah ouais, le mec, il a un doc avec genre des sous-parties, tu vois, féminisme, identité LGBT et tout, il a bossé. Ah, tu me fous la honte. Mais non, c'est bien d'être studieux. Et voilà. Antonin Lemay, c'est ça. Donc, c'est un homme trans qui fait un TEDx. Et honnêtement, avant de regarder ce TEDx-là, je me disais, ouais, bon, est-ce que c'est des conneries ou pas, tu vois, enfin, tu sais pas sur quel pied danser, là, comme j'ai dit. Et j'ai trouvé qu'il a été ultra pédagogue dans sa manière de présenter les choses. Et je fais, ah putain, ça fait plaisir, quoi, tu vois, t'as pas quelqu'un qui te reproche ton manque d'ouverture d'esprit, t'as plutôt quelqu'un qui t'explique, bah voilà, il n'y a pas que cette position-là, il y en a plein d'autres. Voilà en quoi moi je me sens oppressé. Je fais ce pas vers vous, faites un pas vers moi. Et j'ai trouvé ça, super intéressant. D'ailleurs, ce serait une petite reco, peut-être. Yes, je prends les recos. Et qu'est-ce qui a fait qu'à la base t'écoutes The Boys Club, t'écoutes Les couilles sur la table, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, dans ma vie, je vais écouter un mec qui parle de lui pendant 1 heure et qui me raconte comment on va sa bite et son rapport à la vulnérabilité, et ça va être bien. T'as dû faire une vidéo où tu parles, ah tiens, attention, nouveau podcast qui débarque avec Antoine Daniel, je crois que c'était la bande-annonce, oui. Ouais. La bande-annonce de pourquoi tu parles de masculinité alors que t'es une femme et t'es sur Mademoiselle, parce que c'était pas si simple de lancer le sujet, parce qu'il y avait à la fois des lectrices qui disaient ça va, les mecs on les entend tout le temps, ils parlent tout le temps, on n'a pas besoin de leur donner une rubrique. D'accord. Et des mecs qui disaient bah qu'est-ce que tu connais à la masculinité, t'es une meuf, ça va, laisse-nous tranquille, quoi. Donc j'ai fait une vidéo avec Antoine Daniel qui a été très gentiment disponible pour m'aider à aborder ces questions un peu, les questions les plus courantes quand tu dis je vais parler de masculinité sur un magazine féminin, c'est pourquoi. Est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont plus marqué que d'autres? Donc il y a Olivia Gazalet où t'as écouté son bouquin, enfin t'as lu son bouquin pardon après l'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont... Alors là, il y en a un qui vient tout de suite, là, c'était celui, je crois que c'était un anonyme aussi, où vous aviez eu un échange dans les commentaires. Oui, bah c'est Anthony qui parlait de violences sexuelles. À la base, il avait mis un commentaire pour dire ouais, vous invitez que des hommes d'accord avec vous dans votre podcast, vous n'êtes pas courageux. Et du coup, on lui avait dit bah tu veux venir, ce qui généralement ne donne rien en termes de réponse. Et il avait fait ça me fait peur, mais je vais pas critiquer et pas oser venir, donc ok, on s'écrit. Et donc en plus, il nous avait expliqué. On l'avait appelé pour lui parler un peu plus... C'est plus pratique que par email, quoi, en termes de contact humain. Et il nous avait dit qu'il a été victime de violences sexuelles, notamment perpétrées par sa sœur. Et du coup, c'était OK. D'un coup, tu comprends cette forme de colère ou en tout cas, il y avait un côté limite agressif dans son commentaire. Et tu te dis, OK, c'est à cette expérience-là du féminisme et des hommes. Je comprends que quand t'entends des féministes inviter que des mecs qui disent oui, on est privilégiés et les femmes souffrent, ta première réaction elle est assez épidermique, quoi. Et du coup il était venu. J'avais bien aimé d'avoir ce point de vue, enfin il s'est énormément livré, j'ai trouvé, et moi ça m'avait pas choqué, remué, tu vois, d'apprendre ça. Il se livre là-dessus, en plus, tu sentais que c'était pas quelqu'un qui avait l'habitude de s'exprimer non plus, donc tu vois que l'effort il est limite double. J'ai bien aimé aussi, je crois, celui avec Bilal Hassani, mais la deuxième partie, après, je trouve le personnage, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, oui, c'est sûr. Ou musicalement ou artistiquement, c'est ta cam ou pas. Hein. Mais c'est quand il commence à se livrer, où je trouve que tu rentres vraiment dans le dur de la réflexion, du vécu de chacun, de la masculinité. Là, j'ai trouvé ça vraiment super. C'était passionnant, quoi. Et puis je crois que c'est ce que je t'avais dit parfois j'ai dû envoyer quelques mails après certains épisodes pour dire que j'aimais bien, et voilà que je trouvais que au début, c'est la réflexion qu'on a eue tout à l'heure, c'est
les gens connus, ils ont du mal peut-être à un peu se livrer. Enfin, c'est compliqué, mais voilà, quand t'arrives à rentrer dans les sujets qui sont intimes, enfin, c'était vraiment, c'était passionnant ça. Cool. Et du coup, à part donc t'as fait ce chemin par rapport à comprendre la transidentité et qu'est-ce que vivent les personnes trans. Est-ce qu'il y a des trucs qui, par tes recherches, même en fait par ta consommation culturelle de podcasts, de vidéos, etc., qui t'ont fait réfléchir sur toi, ta propre évolution en tant qu'homme et comment t'es devenu l'homme que tu es? Est-ce qu'il y a des trucs que tu prenais pour des certitudes où tu te dis en fait je pourrais faire autrement? Peut-être me poser des questions sur le comportement. Tu vois, je suis de formation, je suis un ingénieur de formation, donc pendant 10 ans j'ai bossé dans un grand groupe très masculin. Où il y avait que quelques filles et pareil, double peine pour elles. Elles sont pas nombreuses et elles sont encore plus visibles parce que tous les mecs disent oh là là, il y a une fille. Dès que ça rentre sur l'open space, tout le monde s'arrête de bosser. Enfin, yes. Donc tu te dis il se peut qu'on ait été lourd. Ça remet plein de trucs en question. J'avais une collègue qui nous avait faisait cet effort, de nous faire les réflexions, de nous dire les mecs là, peut-être c'est pas cool ce que vous faites. Et bon, sur le moment, tu te dis t'es chiante, arrête, on rigole. Mais quand tu y repenses plus tard, tu te dis elle a fait cet effort-là. Donc cet effort, c'était la partie émergée de l'iceberg. Ça veut dire que avant de nous le dire, elle a dû avoir une grosse réflexion de j'y vais pas, qu'est-ce que ça implique. Enfin. Ouais, je trouve que ces dernières années, pour moi, ça bouge. Alors, je sais pas si pour moi ça bouge, mais ça devient plus visible pour moi, que ce soit dans les médias ou ailleurs. Et c'est vrai que ça me fait pas mal réfléchir. Je me remets en question sur des comportements que j'ai pu avoir avant. Et j'espère que j'en ai pas eu des trop négatifs. Ouais, j'en sais rien. Est-ce que tu en parles avec les hommes de ta vie en général? Est-ce que tu dis je me suis dit peut-être quand on était dans l'open space et qu'on faisait ça avec le recul, peut-être on était relou ou au contraire, genre je me suis dit que peut-être on pourrait faire ça de positif, tu vois, pour aider un peu. Je pense qu'on en parle. Tu sais, c'est des conversations WhatsApp où t'es en petit comité, tu te dis il était pas cool à ce moment-là, ça se fait pas trop. Et tu vois qu'en fait, la plupart des gens ils le reconnaissent. Enfin, c'est ça ce qui est horrible, c'est quand en petit comité tu le reconnais, tu trouves ça dégueulasse, mais en foule. En foot, tu peux être con. C'est vrai, c'est compliqué. Moi, tu vois, tout à l'heure, non, je me souviens, le podcast sur l'entretien que tu avais fait avec Navo. Oui. J'étais pas ultra d'accord avec tout ce qu'il disait. C'est souvent le cas avec Navo. Mais pourtant, tu vois, j'adore tout ce qu'il fait. Et ça doit être un des rares Boys Club que j'ai pas écouté entièrement. Ok. Et surtout quand il donnait sa définition pour lui, qu'est-ce que c'était être un homme, quand il disait, je crois, que c'est avoir des avantages. Enfin, je n'étais pas d'accord là-dessus. Pas dans le sens où je ne reconnais pas avoir des avantages. J'en ai clairement. Et encore plus en tant que Parisien, blanc, grand. Moi, tu coches pas mal de cases. Voilà, c'est ça. Heureusement que t'as qu'une couille, sinon tu serais le pire gars. Ouais, peut-être bien, ouais. Mais du coup, t'étais pas d'accord avec le fait que c'est ça qui te définit? C'est quoi être un homme? Mais pour moi, je sais pas, j'ai trouvé un contre-exemple sans être raciste. Ce que je veux dire, c'est que C'est quoi, tente-le, si c'est chaud, je coupe. Okay. Ce que je veux dire, c'est que le pauvre Indonésien qui est exploité dans son usine de basket, tu vois, il en est pas moins un homme. Mais il a aussi des avantages par rapport aux femmes exploitées dans ces usines de basket. Ouais. Je sais pas, c'est en ça, moi, que je trouvais que c'est quelque chose qu'on a avec nous, mais si tu le retires, on reste des hommes, tu vois, on n'est pas autre chose. Ok, oui, je vois. Mais je pense que de ce que j'ai compris, le propos de Navo, c'est en fait, c'est ça qui est intéressant avec la question, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et ça dépend de comment tu te places. Et Navo, dans sa réponse, il se place d'un point de vue systémique, donc d'un point de vue à l'échelle de la société. Être un homme, ça veut dire avoir des avantages. Il se place pas encore d'un point de vue intime, parce que donc on l'explique qu'on a fait 2 fois son Boys Club. Ouais. Et une des raisons, c'est que dans le premier, on avait du mal à l'amener sur l'intime et sur une forme de vulnérabilité, parce qu'il parlait très de l'aspect dans le système, ça veut dire quoi être un homme. Ouais.
Et du coup, à un moment, je lui avais dit, donc l'épisode n'est jamais sorti, il y a des gens qui me l'ont demandé, je pense que non, je le mettrai jamais en téléchargement, désolé. Mais il y a un moment où je lui ai dit, ça fait 40 minutes qu'on parle, et je sais toujours pas ce que ça veut dire pour toi être un homme, parce qu'en fait, on a parlé de plein de trucs, genre la société, machin, le patriarcat et tout, mais du coup, on parle pas de toi, quoi. Et je pense que dans cette définition-là, il reste sur un point de vue à l'échelle macro, et pas à l'échelle micro. Ouais. Mais du coup, toi, tu répondrais comment à la question ? Moi, je vois. Enfin, déjà, je trouve ta question, elle est dure quand même. Et limite malhonnête. C'est pour ça que je l'aime bien. Il y a tellement d'embûches. Pour moi, quand tu me dis ça, je me vois dans une jungle. Tu vois, j'ai une boussole. Et tu me dis, c'est quoi être un homme ? Donc, c'est où être un homme ? Moi, je te dis, d'après moi, c'est par là. Après, l'idée, c'est quand même pas de piéger dans le sens où il y a vraiment pas de mauvaise réponse. Et du coup, j'en profite pour en parler, puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ, donc voilà. Il y a des gens qui me disent c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'invités qui répondent en parlant du pénis et qui disent pour moi être un homme c'est avoir un pénis. Et il y a des gens qui me disent tu devrais leur faire remarquer que c'est pas très inclusif pour les hommes trans qui du coup n'ont pas forcément de pénis. Et je vois bien l'idée, mais je vais pas commencer à négocier sur une définition personnelle qui touche à l'intime. En fait, pour ces hommes-là, le fait d'être un homme passe par le fait d'avoir un pénis et d'être né avec, tu vois. Et pour d'autres, pas du tout, parce que par exemple, Bruno, il parle pas du tout d'avoir un pénis. Douknavo, il parle pas du tout d'avoir un pénis. Donc c'est pas comme si le podcast disait, vous n'avez pas le droit de venir si vous n'avez pas de pénis, parce que clairement, c'est pas le cas. Mais du coup, il y a pas de piège dans le sens où l'idée, c'est pas d'avoir la définition la plus inclusive, validée, ultra généraliste, qui prend en compte tout le monde. C'est vraiment pour toi. Et si en fait, pour toi, tu me dis, un jour, j'ai compris ce que c'était que d'avoir un pénis et ça a fait de moi un homme, je suis là, bah ok, je vais pas te dire que t'as tort, c'est ta vie, quoi. C'est ta jungle, c'est ton chemin, c'est ta boussole, donc au bout, il y a toi, quoi. Je vais pas te dire, non, à mon avis, c'est pas par là, c'est hyper présomptueux. Donc, il y a pas de piège. Mais je conçois que ce soit difficile. Du coup, tu vas par où avec ta boussole ? Bah, je crois que je vais tomber. Enfin, je tombe un peu dans le cliché que la personne évoque là dans le commentaire. Parce que déjà, pour moi, être un homme, c'est quelqu'un que j'identifie, enfin personnellement, comme un homme. Ouais. Donc c'est pour moi quelqu'un qui a des attributs que j'attribue à un homme. Donc ça veut dire, là, si je réduis, mais c'est un peu rapide parce que j'avais envie de dire, bah ouais, moi si t'as un pénis, bah t'es un homme. Après, ça veut dire que cette définition, pour moi, elle fonctionne que dans 95% des cas. Tu vois, et à côté de ça, je suis pas là à aller ouvrir la braguette du mec qui dit ah t'as un pénis, c'est bon, t'es un homme. Yes. Donc, enfin, je dirais ouais, c'est pour moi si t'as les attributs que j'attribue à un homme, ouais, t'es un homme, mais c'est en ça Non, mais en fait, c'est intéressant parce que là, il y a une forme de reconnaissance, genre qu'est-ce que tu reconnais comme un homme, et du coup, t'es pas dans ce que ça veut dire pour toi, personnellement, tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, c'est intéressant parce que toi-même, via ton histoire, t'as pas 100% des attributs qu'on associe à un homme, même si t'as du coup au moins les 2/3 plus le reste du corps, tu vois. Et effectivement, les gens viennent pas t'ouvrir la braguette et tu vas pas ouvrir la braguette des gens, donc c'est juste une question de si les gens ont l'air d'être des hommes, tu pars du principe que c'est des hommes. Ouais. Ce qui est, je pense, comme ça que la plupart des gens fonctionnent. Tu vois. Et parce que si on s'intéresse à d'autres trucs, tu vois, est-ce que c'est... Ah voilà, j'ai retrouvé mon fil. Pourquoi yes. Pour moi, c'est pas avoir des avantages. Alors, je suis pas en train de dire que j'ai pas d'avantages ou de négliger, tu vois, genre de choses. Mais je m'étais amusé après avoir écouté les autres boys club à essayer de me dire bon bah qu'est-ce que pour moi c'est être un homme. Est-ce que c'est être fort, pas pleurer? Bah non, ça marche pas parce qu'il y a des nanas que je connais qui sont fortes et qui pleurent pas. Est-ce que c'est telle chose? Et à chaque fois que je trouvais une définition, je disais bah non, il y a le contre-exemple de elle, tu vois, enfin qui selon ma définition devrait être un homme, mais non, pour moi c'est une femme. Est-ce que tu avais aussi le contre-exemple de mec, genre bah non, ce mec-là il pleure et je sais que c'est un mec? Bah oui, oui, tout à fait, ouais, par le négatif, enfin c'est pas négatif, mais je veux dire dans ce sens-là aussi ça fonctionne. Et à côté de ça, je vois pas non plus de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence significative entre un homme et une femme. Si je vois les femmes de ma famille,
pour moi, c'est des putains de femmes fortes. Enfin, moi, j'ai l'impression que ma famille, elle est tenue, entre guillemets, mais les piliers, ceux qui... Enfin, je sais pas comment dire. Les chefs de famille, quoi. Ouais, voilà. C'est ma mère et ses sœurs. Ok. Tu vois, ça gravite autour d'elle. Enfin, c'est elle qui organise des trucs, tu vois. Pour moi, elles sont... Enfin, et avant, c'était... symboliquement, c'était ma grand-mère maternelle. Bon, elle nous a quittés récemment, tu vois. Donc, c'était assez... bon, personnellement, c'était assez fort comme événement. Mais je veux dire, voilà, ça a toujours gravité autour de ces personnes-là. Ma grand-mère, ses 3 filles qui sont... ouais, pour moi, c'est elles les éléments forts, malgré ce qu'elles peuvent en dire, ou ma mère. Enfin, voilà, ma mère, elle est dans une famille proche, j'ai un frère, et donc mon père, on est 3 mecs dans la famille. Et elle arrêtait pas de nous dire « Ah, mais vous m'écoutez jamais » ou je peux me taire et tout. Mais alors, moi, j'essayais de comprendre. Tu vois, mais ça se trouve, c'est vrai. On l'écoute pas. Ouais. Et alors, je me dis, je pars de ce principe-là. Je pars du principe, ok, on l'écoute pas, on est 3 mecs, on fait tous 1 à 2 têtes de plus qu'elle, donc on a pas fou. Mais au final, je trouve que c'est vraiment elle qui est moteur dans tous les trucs de la famille. Elle emporte, tu vois, et on doit suivre. Mm-hmm. Donc pour moi, il n'y a pas de différence. J'ai l'impression... Enfin, c'est ma mère aussi, mais j'aurais d'autres exemples avec d'autres femmes, mais que je mets sur pas des piédestaux, des stalles. Ah, je ne sais pas. C'est des stalles, piédestaux, comme ça, on a les deux. Je compare aussi, je saute du coq à l'âne, tu me dis. Pas de souci, je te suis jusqu'ici. J'ai la grande discussion en tête, donc je vois à peu près où on est. Je vois les filles avec qui j'ai eu des relations, enfin, pas seulement coucher, mais je veux dire avoir des relations. Bah, j'ai souvent été, pas impressionné, mais pour moi, si on mettait les deux dans une balance, bah, c'est souvent moi qui était en défaut dans la balance, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que j'étais très souvent impressionné par elle. Alors c'est peut-être moi qui ai un truc avec les meufs qui m'impressionne, ou je sais pas, mais... Ça vient de ta mère, je pense. Ouais, ça vient peut-être de ma mère. Mais voilà, je me dis, pour moi, des attributs qu'on donne aux hommes, bah, je vois plein de femmes qui les ont. Donc pour moi, être un homme, c'est pas avoir raison, être fort ou ramener le salaire à la maison, tu vois. Y a plein de femmes qui le font. Donc pour moi, ça rentre pas dans la balance. Pour moi, c'est ailleurs. Donc si je retire tout ça de l'équation, bah à la fin, je dis ouais, bah, t'es un homme. Enfin, si t'es un homme, c'est t'as une bite. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ça, mais ça veut pas dire que une femme n'est pas forte ou. Oui, je vois bien l'idée. Okay. Mais c'est ça et c'est pour ça que la question elle est difficile, c'est parce que la théorie du genre, n'est-ce pas, qui est dans nos villes, dans nos campagnes et dans le cerveau de nos enfants, c'est justement, alors encore une fois, hein, la théorie du genre, c'est pas le bon terme, mais les études sur le genre, c'est une forme de déconstruire ce qu'on croit inné et qui est en fait acquis. Que effectivement, c'est pas inné pour un homme de pas montrer ses émotions, par exemple, ou d'être plus fort. Alors, il y a un bail physique, il y a plus de force musculaire, mais déjà, ça veut pas dire qu'une femme peut pas être plus costaud qu'un homme, tu vois. Un homme qui branle rien, une femme qui s'entraîne, bah, elle est plus forte que lui. Et dans les attitudes sociales et la psychologie, c'est pas de l'inné, c'est de l'acquis. C'est juste que si t'es un gamin à qui on a dit toute sa vie pleure pas, c'est pour les filles, bon bah oui, tu vas sûrement devenir un adulte qui a du mal dans la gestion des émotions et qui pleure pas en public et qui pleure même peut-être pas tout seul. Mais c'est de l'acquis et ça veut dire que c'est peut-être possible de le changer, tout comme à une époque on pensait que les femmes étaient biologiquement incapables de travailler ou d'être des personnes, tu vois, ou d'être des citoyennes. Bah on a bien prouvé que ça va, merci, on s'en sort. Et du coup c'est pour ça que la question elle est difficile, c'est parce que plus t'y penses, et moins il y a de réponses. Plus t'y penses, plus t'es là, bah non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Même la bite, tu vois, t'es là, ouais, mais bon, il y a des gens qui sont des hommes qui ont pas de bite, il y a des gens qui ont des bites qui sont pas des hommes, machin. Donc, effectivement, il y a des femmes qui ont toutes les caractéristiques qu'on attribue aux hommes, et des mecs qui les ont pas. Et du coup, à la fin, la réponse, ça peut être soit rien, c'est-à-dire pour moi, ça veut rien dire être un homme. C'est arrivé, je pense, dans le podcast. Ça peut être la réponse systémique de. En fait, quand Navo, il dit c'est avoir des avantages, c'est aussi parce que pour lui, il n'y a pas d'autre réponse, tu vois. Il dit, en fait, je sais que c'est pas des attitudes sociales, parce que je sais que c'est des conneries. Enfin, qu'on peut être un homme et ne pas les avoir, et on peut être une femme et les avoir. Je sais que c'est pas des attributs physiques, parce que pareil, il y a des hommes qui les ont pas, il y a des femmes qui les ont. Pour moi, ça veut rien dire, à part, dans la société, j'ai un statut qui me donne des privilèges,
basé sur mon genre et sur le fait que voilà, je suis un mec, donc on va plus m'écouter. Enfin, Navo, c'est vraiment, on blague dessus, mais c'est le champion de couper la parole. Et quand il coupe la parole à une meuf ou quand il coupe la parole à un mec, statistiquement, la meuf va plus se taire et le laisser parler que le mec qui va soit continuer à parler en même temps, soit lui dire ouais, je parle, j'ai pas fini, et reprendre. Et du coup, il se rend bien compte que comme c'est un homme, le traitement que la société lui réserve est différent de s'il était une femme. Mais pour lui, c'est le seul truc, tu vois, c'est bah il y a ça. Et du coup, si on vivait dans un monde entièrement égalitaire, bah peut-être que pour Navo, ça voudrait rien dire être un homme. Peut-être que dans sa tête, il serait pas un homme, tu vois, il serait juste genre salut, je suis une personne et c'est pas intéressant pour moi d'avoir un genre. Mais il y aura des gens qui seront toujours hommes ou femmes, tu vois, je pense. On part dans méditation sur le genre et tout, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est important et c'est un truc qu'ils ressentent profondément. Et d'autres où, si t'essayes d'enlever tout l'aspect social et construction genrée, tu vois, si tu prends un enfant et que tu l'élèves sans aucun genre dans une société qui s'intéresse pas au genre et qui s'intéresse pas à ce que t'as entre les jambes, à part pour l'aspect bêtement physique de la chose, est-ce que tu finis par te dire que t'es un homme ou une femme ? Je ne sais pas. C'est un mystère. On le saura dans 2 semaines, quand on aura fini la guerre du féminisme. D'ici fin 2019 max, il y aura plus de genre. Ok, bon, ça fait 1 heure qu'on parle, on a bien causé. Est-ce qu'on passe à la dernière question ou est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais aborder et dont on n'a pas parlé ? Non, vas-y, la dernière question. C'est les modèles de masculinité positive. Oui, attends. Parce que j'en ai plusieurs. Trop bien ! Quels sont pour toi les hommes réels ou fictifs qui représentent une vision positive de la masculinité ? Pour moi, je vois pas comme des modèles ou des gens où je vais aller vers, vers eux, je me dis c'est eux qui ont la raison. Mais je vois plus ça comme genre une toile d'araignée. Où, je me dis, je vais m'accrocher un peu à lui pour avoir ça, je vais m'accrocher un peu à l'autre pour avoir ça. Et alors, notamment, le gros truc que j'avais envie de te dire, c'est pour moi, Jean-Claude Van Damme. Yes. Parce que j'ai vu la polémique qu'il y avait eu avec Marlène Schiappa. Oui. J'avais lu ton article du coup sur cette polémique-là. Alors attends, faut rappeler qu'est-ce qu'il avait déclaré ? Je me souviens plus. C'était un truc sur les je crois les qu'il avait femmes dit qui va élever les enfants, si les femmes aussi elles travaillent. Alors attends, dans un souci de respect journalistique et d'exactitude, je vais citer son truc. C'était dans On n'est pas couché et il était sur le plateau avec Marlène Schiappa qui, je le rappelle, est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa échangeait avec Christine Angot sur la place des femmes en France. Lorsque l'acteur l'a interrompu, il a ordonné à Marlène Schiappa de ne pas appliquer à toutes les femmes sa façon de vivre, avec en bonus cette phrase « Si toutes les femmes travaillent, qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison ?» Et elle lui a répondu que ce qu'il venait de faire, c'était du mansplaining, car un homme interrompt une femme pour lui expliquer qu'il sait mieux qu'elle des choses sur son propre domaine d'expertise, parce que donc Marlène Schiappa est en charge des questions de l'égalité, et elle explique que l'égalité passe aussi par l'égalité professionnelle, et Jean-Claude Van Damme lui dit « Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants à la maison ? Sous-entendu, si leur mère est pas là pour s'occuper d'eux. » Voilà, du coup. Moi, je trouvais qu'il avait une démarche, alors on peut lui reprocher ce qu'il pense, mais je trouve que la démarche qu'il avait de poser la question, et ouvertement dans une grosse émission, il est au courant de son passif, de tout le monde qui se foutait de sa gueule à l'époque où il divaguait. Or, il est quand même là à poser cette question et à s'interroger. Je trouvais qu'il se remettait en cause, quoi, dans cette définition ou cette opinion qu'il avait. Ça m'a rappelé aussi une vieille interview que j'avais vue. Je dois avoir une mémoire sélective chelou, tu vois. Où je l'avais vu chez Ardisson. Alors, ça remonte il y a super longtemps. Où il se faisait interviewer. C'est une interview à la con à Ardisson où il lui pose des pièges. Et à un moment, Ardisson lui demande s'il est homosexuel ou attiré par les mecs. Il dit mais pourquoi vous me posez cette question ? Parce que juste avant vous avez dit tel truc qui pouvait laisser supposer ça. Il fait mais moi il y a pas de souci. Moi j'aime ce qui est beau. Si c'est un beau mec, je vais apprécier le regarder. Et je dis tu vois, c'était au début des années 2000 ça je crois même. Et moi je l'avais vu ce truc en direct. Moi j'étais petit et j'avais été super impressionné par un mec qui était un peu ma star, tu vois, gamin, j'ai grandi avec ses films. Donc, de base, je pars avec une a priori plutôt positive de ce mec-là. Mais je trouvais que pour une icône de la virilité à l'époque, dans tous ses films, dire ouvertement qu'il voit pas de problème à apprécier des beaux mecs, putain, c'est balèze quand même de dire ça.
surtout qu'il voulait avoir, enfin, il avait sa carrière aux États-Unis où voilà, dès que tu peux dire un truc, c'est tout le monde peut te tomber dessus. Et là, je trouvais qu'il continuait un peu sur la même, dans la même lignée, tu vois, de remettre en question des trucs, de se poser des questions. Je vois l'idée. C'est vrai que moi, j'ai lu la situation comme j'ai pas lu la question comme étant une question de bonne foi, tu vois, ça avait l'air un peu provoque et du coup pas vraiment genre. En fait, je comprendrais qu'il explique clairement. Vraiment, j'ai une question. Jusqu'ici, on a une majorité de personnes au foyer qui sont des mères. Si les mères au foyer vont travailler, vraie question, est-ce qu'on part du principe que tous les enfants vont aller à la crèche ou être gardés par des nounous et que du coup, plus aucun des parents va garder les enfants, tu vois? Pour moi, c'est une question qui est complètement loin d'être con et à laquelle je suis même pas sûre d'avoir la réponse car les questions de parentalité, je suis pas spécialiste. Moi, j'ai trouvé que quand il demandait, c'était un peu provoque et c'était un peu... En gros, c'était une façon de dire qu'il n'était pas d'accord avec elle sans le dire, mais je connais pas le bonhomme. Honnêtement, j'ai pas d'a priori ni positif ni négatif. Et c'est possible que ce soit mon interprétation et qu'en fait, t'aies raison, tu vois. Surtout si tu connais un peu plus. Ouais, je sais pas. Après, c'est ce qui a été dit aussi dans d'autres articles de presse, tu vois, que c'était un mec un peu arriéré. Enfin. Mais ça, je trouve ça pas juste, tu vois. Ça, pour moi, on rentre dans le côté. Déjà, c'est une montagne de muscles qui fait des films d'action débiles, donc il doit pas être bien malin. Et dans toute cette période où il planait un peu et où il faisait des interviews qui étaient. Et où c'était de bon ton de se moquer de lui, ce qui n'est jamais très sympa dans la vie. Mais du coup, j'aime bien l'anecdote de... En fait, j'ai le droit de remarquer qu'un mec qui est beau parce que je pense que... Moi, c'est un des premiers trucs... Ça doit être un des premiers trucs qui m'a fait me dire mais c'est un peu chelou des fois la vie des mecs parce que en tant que fille, on m'a jamais interdit de trouver une autre femme belle et on m'a jamais dit « Ah, ça veut dire que t'es lesbienne ou quoi ?» Ça n'a jamais dû arriver, je pense, dans ma vie. Et entre femmes, c'est assez classique de dire « Oh là là, telle actrice, elle est vraiment canon, machin. » Alors après, tu peux avoir des formes de jugement de valeur derrière qui peuvent être un peu... dans le slut-shaming et tout, mais en tout cas, apprécier la beauté féminine, ça n'a jamais été un problème parmi les femmes dans ma vie. Et alors que j'avais plein de potes où ils pouvaient pas me dire si tel acteur ou tel acteur était beau, ils étaient là, je sais pas, c'est un mec. Je sais, je te demande pas si tu veux passer la nuit avec, je te dis, je sais il est beau, tu vois, tu sais s'il est beau ou pas, c'est les canons de beauté et tout. Et c'était un gros blocage de, je suis pas pédé. Ok, d'accord. Enfin, voilà, moi c'est ça que j'apprécie, je trouve, chez ce gars-là. Alors peu importe ce qu'il pense, et il peut avoir tort ou raison dans ce qu'il pense, mais je trouve que c'est la démarche qu'il a de poser des questions et ne pas avoir je trouve peur de poser cette question pour sa carrière. Il pourrait complètement se cramer en disant ça. Au final, je trouve pour moi, il reste sympathique. Bon, je pars avec un a priori plutôt positif de lui, mais je trouve que ça pas ça le grandit, mais d'oser poser la question dans une grosse émission comme ça, ça a le mérite de... Ouais. Tu vois, il verbalise des trucs que plein de gens pensent. Donc, c'est en ça que j'apprécie, enfin, c'est pas un modèle, mais c'est un truc intéressant. J'en avais d'autres. Je pensais à Raphaël Descraques. Là, tu l'avais interviewé aussi, je crois, au début. Et je trouvais ça, pareil, ultra positif. Ce qu'il raconte, ultra... Enfin, c'est moderne, mais c'est pas le mot que je cherche. Il remet plein de choses en question. Il ose aussi parler publiquement de ce genre de trucs, tu vois. Alors, il en fait pas non plus étalage, mais la manière dont il parle de ça, c'est très positif. Alors, inclusif, après, moi, j'aime pas trop ce terme. Je trouve inclusif... pour moi, il faudrait gommer, tu vois, on cherche pas à inclure tout le monde, tout le monde est pareil, tu vois. Yes, je vois. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur Raphaël Descraques. Les autres modèles, c'est il y a Tyler Durden qui pour moi c'est un... Ah ouais. Alors donc Tyler Durden c'est le personnage de Fight Club. Est-ce qu'on est sur Fight Club le film ou Fight Club le livre? Pour moi Fight Club le film. Le film est mieux que le livre, je trouve. Ok. Et du coup quand tu dis Tyler Durden, tu penses au personnage qui est incarné par Brad Pitt dans ce film-là. Ok. Ouais. Et surtout pour l'aspect où il pose plein de questions. Et à travers Tyler Durden, je veux dire plus Chuck Palahniuk, l'écrivain, où quand tu lis ses autres bouquins, pareil, il remet en cause un tas de choses. Ah ouais. Et je trouve ça super frais, ce qu'il raconte. Et pour revenir à Tyler Durden et Fight Club, pour moi, je me suis longtemps dit... Ah putain, mais c'est ça c'est le bouquin qui décrit les mecs aujourd'hui, je trouve. Enfin, je me reconnais. Mais je veux dire, quand il raconte que
le quotidien, c'est ça, notre quotidien, c'est pas la guerre ou tout ça, c'est le chômage, c'est la télé-réalité, c'est Ikea. Enfin, je me disais, putain, je trouve qu'il met des mots. Alors, c'est peut-être que je m'enflamme, tu vois, en disant ça. Mais... Non, je pense que ça a eu la même résonance chez pas mal de mecs de ton âge, et même moi j'ai 5 ans de moins que toi, 5-6 ans, même dans ma génération, c'était il y a une période où le film préféré de 100% des mecs, en tout cas des mecs blancs, mais même un peu des autres, c'était Fight Club, parce que il y avait un truc de putain, il a tout dit, quoi. C'est vraiment c'est ce qu'on ressent sans arriver à l'exprimer, quoi. Ouais. Il dit, vous n'êtes pas un flocon, enfin un truc parfait, vous n'êtes pas votre compte en banque. Enfin, c'est vrai que ça galvanise d'entendre ça, mais je trouve quand tu passais l'aspect galvanisant, tu te dis putain, ouais, c'est vraiment, y a quelque chose derrière, quoi. Le fait qu'on n'a pas de grande crise, que la seule crise c'est nous-mêmes, la crise identitaire, je dis putain, ouais, c'est lourd ce qu'il raconte là. Et il me semble que Palahniuk a un souci entre guillemets, c'est que en fait, je pense que son propos, c'est que ce que dit Tyler Durden, c'est pas faux. Genre, oui, effectivement, le fait de pas être dans une crise de type tu joues pas ta vie, tu vois, quand tu te lèves le matin, du coup, il faut que tu crées un but à ta vie, et si le but c'est de consommer, c'est pas un but qui va te rendre heureux, et du coup, tu te retrouves en pleine perdition de je sais pas quoi faire de ma vie, avec le monde qui t'envoie des messages hyper contradictoires de respecte les femmes, mais sois quand même viril, consomme, mais de façon intelligente et tout, et où tu deviens fou. Ça, c'est un truc qu'il voulait dire et qu'il a dit texto, mais le truc, c'est qu'il a un problème avec les mecs qui ont vu Fight Club et qui se sont dit il faut créer des Fight Club. Ah oui. Parce que le message du livre et du film, c'est que Tyler Durden, sa méthode n'est pas la bonne, tu vois, à la fin. Ce qu'il fait, et même le narrateur, alors spoiler pour Fight Club, je pense qu'on a 15 ans de... Ok, mais le narrateur qui est aussi Tyler Durden, puisque c'est son autre personnalité, il essaye de le saboter parce qu'il se rend compte que oui, t'avais raison sur tout le long, mais ta méthode pour régler le problème, elle est pas la bonne, et c'est de... Du coup, Tyler Durden, il dit le monde moderne ne nous permet pas d'avoir un but et un sens dans nos vies. Du coup, on va casser le monde moderne pour revenir. Il a tout son rêve de on va chasser dans les ruines de New York, machin et tout. Ou en fait, oui, tu reviens à une forme de survie de base où tu te lèves le matin, tu sais c'est quoi ton but, c'est trouver à manger et pas à mourir. Ouais. Et il me semble que le narrateur finit par dire c'est pas ça qui va nous... En fait, on peut trouver un sens dans le monde actuel et c'est pas ta solution qui va nous sauver, quoi. Surtout que c'est une solution qui passe par faire des morts. C'est quand il commence à faire des morts que le mec il fait peut-être qu'on fait pas ça du coup. Voilà, donc je pense que c'est un bouquin et un film surtout qui a énormément marqué de jeunes mecs et qui continuent à le faire. Mais le problème de l'auteur, c'est les mecs qui s'arrêtent à la première lecture de ok, il est BG, c'est fucking Brad Pitt, tu vois. Ouais. Il a raison. On va se casser la gueule et péter des trucs, alors que le film te dit non, c'était pas la bonne méthode. Et du coup, c'est intéressant. C'est marrant, je pense que t'es le premier à le citer. D'accord. Mais je pense que ça va résonner dans chez pas mal de gens. J'en ai encore un. Vas-y, trop bien. Il y a... Alors, plus proche, moi, il y a un YouTuber que j'aime beaucoup dans sa manière de se comporter, c'est Durandal. Celui qui fait des critiques ciné. Ouais. Alors, bon, t'aimes ou t'aimes pas, mais... j'aime beaucoup le fait que, tu vois, ça a l'air d'être quelqu'un qui est pas à l'aise ou qui a pas toute la confiance en lui, qui voudrait, quoi. Il le dit souvent dans ses vidéos. En plus de ça, il est gay. Alors, je dis en plus de ça parce que il commence à avoir une résonance où il a des avis assez tranchés. Donc, il ose sur YouTube donner des avis assez tranchés sur des films, donc sur de la culture pop où chacun a son avis. En plus de ça, il est gay, donc il s'en prend plein la gueule pour ça. Et moi, j'aime bien. Il continue à le dire. Il dit je suis gay et voilà. On met ça de côté. Ouais, ça va ressortir forcément dans ce que j'aime, dans ma description de certains films. Mais je vais pas le mettre à côté. Enfin, ça fait partie de ma personnalité. Oui. Que du coup, tu sais ça. Enfin, moi, je suis pas gay. Et pourtant, je trouve que c'est ultra pertinent ce qu'il dit. Donc, ça a rien à voir avec. Oui, il fait pas des contenus 100% réservés aux hommes homosexuels, quoi. Rien à voir. Puis même, ouais, je sais pas, moi je trouve ça très positif la manière dont il fait ça, de continuer à le faire, d'ouvrir ouvrir sa gueule, mais de faire ces genres de... Oui, c'est un peu... Je connais pas trop, mais il a pas un truc qui s'appelle genre j'ai raison et vous avez tort ou quelque chose comme ça, donc il a aussi cette c'est un peu son angle de dire je vais avoir des opinions et je suis persuadé d'avoir raison, donc
venez m'expliquer votre truc si vous voulez, mais je pense que j'ai raison. Donc il a aussi ce côté provoque, tu vois. Donc oui, il ouvre sa gueule. C'est pas juste voici un avis sur un film, c'est voici le bon avis sur le film. Alors moi je le vois plus trop comme ça. Moi je vois le pourquoi j'ai raison et vous avez tort. C'est un peu le truc pour appâter le chaland, tu vois, de dire voilà, c'est un angle marketing un peu quoi. Et au final, si tu fais l'effort d'écouter, ok, bon, il dit qu'il a raison, on va écouter ce qu'il dit. C'est souvent, je suis plutôt d'accord avec ce que tu racontes. Je suis pas d'accord avec tout. Moi je suis un grand fan du MCU, tu vois. Le Marvel Cinematic Universe. Voilà, ouais. Et lui il n'aime pas du tout. Enfin, ce que je veux dire, je trouve ça super intéressant la manière dont il a de se comporter en public, parce que YouTube c'est public. Oui, puis il est quand même connu, quoi. Il a une bonne communauté. D'assumer ce qu'il dit, il se prend plein de critiques dans la tronche. En plus de ça, il a ce handicap social, entre guillemets, d'être gay, où c'est pas encore parfaitement accepté, je trouve. Je trouve ça très positif, cette manière de faire, cette vie sociale qu'il a. Et je crois le dernier truc... C'est trop bien. Si j'avais mis des conneries. Non, j'avais mis Jack Bauer, c'est comme Batman, tu vois. Jack Bauer, c'est le mec de 24 heures chrono. Okay. Le mec ultra viril qui résout tous les problèmes. Tu te dis, c'est pareil. Lui, il se laisse jamais démonter, quoi. Un peu à la Tyler Durden, c'est un modèle pour plein de petits garçons. Même moi quand je matais ça. Mais surtout là, ce que je veux dire, c'était les Wachowski. Mm-hmm. Alors, je sais pas si on peut encore parler de masculinité là. Parce qu'ils du coup, c'est des femmes trans, donc mais ça n'empêche que à la fois leur boulot et leur façon d'être peut être une inspiration pour une masculinité positive. Mais ouais. Et ce que je voulais dire à travers ça, c'est que tu voyais des gens qui à l'époque où ils ont sorti Matrix, c'était les réalisateurs les plus connus du monde, et qui pourtant étaient super discrets. Ils voulaient pas du tout parler en public, et que quand la première des sœurs a fait sa transition, il y a eu une explosion sociale où tu l'as beaucoup plus vue, tu as senti qu'elle était bien mieux dans sa peau qu'avant. Ça a donné Sense8, qui est un autre truc qui m'a fait changer, qui a fait évoluer mon idée sur tout ce rapport-là. Et les deux sœurs qui sont maintenant complètement épanouies dans leur truc parce qu'elles ont eu le courage d'assumer ce qu'elles étaient réellement. Je trouve ça super c'est une voie à suivre, quoi, de se dire si faut pas avoir peur d'assumer ce que t'es, voire l'assumer publiquement si besoin, et ce sera que du positif. Tu t'en prendras plein dans la tronche, tu t'en prendras beaucoup dans la tronche, mais derrière ce que ça cache, c'est d'être beaucoup mieux, peut-être plus heureux. J'en sais rien, je vais pas juger, mais c'est l'impression que ça donne en tout cas. Ok, c'est cool. J'aime bien ce côté de si ta façon d'être un homme, c'est de te rendre compte que t'es pas un homme, le vivre, c'est t'épanouir et arriver à la meilleure version de toi-même et à la version qui te rend la plus heureuse. Donc c'est cool, c'est intéressant. Merci beaucoup Alex, et merci à toi qui écoutes The Boys Club. Si comme Alex tu veux candidater et venir me parler dans mon micro de ton pénis, tes testicules, tes modèles de masculinité ou autres sujets passionnants, je te donne rendez-vous dans la description où il y a la mise en place de comment faire. Et sinon, on se revoit dans 15 jours pour un nouveau mardi avec un nouvel invité mystère, et ce sera bien. Gros bisous.